Donc j'avais résolu de me présenter au concours de l'école normale supérieure. Mais ça posait des problèmes. D'abord, il n'y avait pas moyen de préparer l'école normale supérieure à Mâcon. Il fallait aller à Lyon, où je trouvais uniquement l'endroit convenable. Puis d'autre part, il fallait payer ma pension à Lyon. Alors c'était un problème pour mon père. Il s'agissait de savoir si je pouvais avoir une bourse. Eh bien, les fonctionnaires, surtout les petits fonctionnaires, obtenaient assez facilement des bourses. Puis j'avais une chance supplémentaire parce que j'avais obtenu une mention, pas bien grosse, j'avais une mention assez bien au bachot. Enfin, je l'ai eu, cette bourse. Alors ça y est, j'avais donc 17 ans. Et au mois d'octobre 1920, je suis entré au lycée du Parc à Lyon. Là, c'est le lycée du Parc parce que c'est à côté du fameux parc de la Tête d'Or dont nous ne pouvions guère profiter car on ne sortait que le jeudi après-midi et le dimanche de 8h à 21h. Je commençais à m'intéresser aux questions politiques et il y avait à ce moment-là le Bloc national en France qui avait été élu aux élections de 1919. Et il y avait une formule qui était la grande formule officielle du gouvernement, l'Allemagne paiera. La France s'était engloutie une dette épouvantable pendant la guerre et il s'agissait, pour la classe dirigeante, de ne pas payer. En particulier, il y avait des gens qui avaient fait des fortunes colossales pendant la guerre. Il y avait eu les Schneider, il y avait les Wendel, il y avait les Louchard, il y avait les Boussac, les Gilets. Ben, ceux-là étaient absolument résolus à conserver leurs biens. Alors il s'était entendu pour que tout soit payé soi-disant par l'Allemagne, et le seul fait d'élever le moindre doute sur la capacité même que l'Allemagne aurait eu de payer les 370 milliards qu'on lui demandait, élever le moindre doute, c'était de l'antipatriotisme. Je dois vous dire qu'en arrivant à Lyon, quand je commençais à préparer, je suis tombé sous le charme d'un garçon qui s'appelle Georges Cognot, qui vit toujours aujourd'hui, qui est sénateur de la Seine et qui est du bureau central du Parti communiste. Cognot m'impressionnait, il était extraordinaire. Par exemple, il prenait n'importe quel bouquin, soit grec, soit latin, que ce soit du Tacite ou du Thucydide, il tenait ça à deux mains devant lui, et il lisait. Il lisait lentement, mais il vous traduisait ça, comme on dit, à livre ouvert. Enfin, il était fascinant. Alors Cognot essayait de me chapitrer, j'écoutais avec de grandes oreilles. Mais je dois vous dire qu'il y avait un problème assez dramatique pour moi, c'est que du moment que je sortais de la section C, c'est-à-dire latin-sciences, je ne savais pas de grec. Et il y avait bien une section sciences aussi, enfin latin-sciences, à l'école normale supérieure. Je m'étais donc inscrit là, puisque je ne savais pas le grec. Alors mes 3 premiers mois de l'année 1920-21, ça a été un enfer. Parce que je faisais, mais vraiment, je savais tout ce que je pouvais pour comprendre quelque chose de mathématiques, et c'était irrémédiable. Alors qu'à Mâcon, j'avais un professeur un peu dur qui s'occupait guère de nous. Là, en première supérieure, il y avait un homme dont j'ai oublié le nom du reste, mais qui était gentil, charmant, enfin qui, sans que je le paye du tout, après la classe me gardait un petit peu pour essayer de m'ouvrir l'esprit. Ben, il n'y avait rien à faire. On ne pouvait pas me le déboucher. Alors c'était un drame. Je me suis dit, ben, c'est toutes mes chances de l'école normale qui sont fichues, quoi. Alors j'ai fait un coup de tête. Mes camarades, à partir de leur 3e, ils avaient fait du grec. Hein. En 3e, en seconde, en première, ils s'étaient entretenus pendant la philo. Moi, je ne savais pas un mot de grec. Ben, je me suis dit, à la rentrée, c'est-à-dire au début de l'année 1921, à 1 an et demi du concours, je vais apprendre le grec. C'était un peu une folie, je m'en ai parlé au professeur principal, il m'a dit, vous savez, c'est un redoutable handicap, enfin, ça dépend de vous. Bon. Alors j'ai essayé. Je travaillais comme un petit fou, je vous assure. Hein. Je faisais des coups invraisemblables, c'est-à-dire plus de récréation. Quand on sortait du repas, ben, les camarades causaient, fumaient dans la cour. Et ben non, je m'enfermais dans la classe. Je m'étais fait faire, ce qui était dégoûtant, une clé du dortoir, où on était enfermé à clé. Je rouvrais le dortoir pendant la nuit et je descendais dans la petite salle de la bibliothèque pour travailler. C'était extrêmement défendu, vous ne pouvez pas allumer l'électricité. Hein. Alors je m'étais fait un rempart avec des dictionnaires, j'avais une bougie et j'apprenais mon grec comme ça. Enfin, j'y arrivais à peu près. Il faut que je vous parle de ces professeurs, parce qu'il y en a qui ont compté pour moi. Il y en avait 3, très particulièrement. Il y avait d'abord un nommé Delafarge. Ça vous dit rien, mais le nom figure tout de même dans les cahiers de la quinzaine de Péguy. Je ne me rappelle plus quel numéro. C'était un camarade de promotion de Péguy. Il avait donné une fois une collaboration. Il nous parlait parfois, pas tellement, de Péguy. Et c'était un homme qu'on respectait extrêmement. C'était un professeur, vous savez, de la haute école. Il venait en jaquette, hein, avec pantalon rayé. Il avait des manchettes extraordinaires avec une espèce de pince d'or. Et cet homme se dépensait pour nous d'une manière invraisemblable. On faisait des dissertations, de grandes dissertations, tous les 15 jours. Mais il devait passer, moi, je sais pas, 1 heure à chaque dissertation. Hein. Chaque paragraphe, il l'étudiait, il faisait des notes en marge. Enfin, c'était l'homme dévoué, super dévoué. Puis alors, il était extraordinaire pour l'explication de texte. Hein. Vous savez, l'explication de texte, on lit un texte et on n'y comprend quelquefois pas grand-chose. Eh bien, lui, il nous le révélait, hein, tant du point de vue esthétique que du point de vue de la pensée. Un texte expliqué par Daniel Delafarge prenait tout de suite une vitalité extraordinaire. Je ne dirai jamais assez ce que je dois à cet homme. Il y avait d'autre part un professeur de thème latin. M. Delafarge faisait le français, la version latine et le grec. Et puis il y avait un spécialiste qui s'appelait M. Buch,
Je m'excuse de vous raconter ça, mais c'est tout de même assez marrant. Ce monsieur Buch, c'était à la fin de son enseignement, il était un peu blanc, il était un peu courbé, très gentil, se rendait compte que 2 heures par semaine, 2 heures de suite, de thème latin, c'était un peu aride. Hein. Alors lui-même essayait de nous divertir. Alors il lançait des petites plaisanteries, vous savez, très anodines, mais on voyait qu'il avait envie de nous faire rire et que lui-même, d'une manière enfantine, quoi. Il riait avec un rire d'enfant aux plaisanteries qu'il faisait. Alors on faisait un succès, mais disproportionné aux blagues qu'il nous disait. Je me rappelle très distinctement qu'il y avait un camarade qui montait sur la table et qui se frappait la poitrine comme King Kong. Il y en avait un autre qui s'appelait Després. Il se roulait systématiquement par terre. Il y en avait un troisième qui était près de la fenêtre où il y a le radiateur. Alors avec une clé, il promenait sa clé le long du radiateur. Vous imaginez le bruit que ça faisait. Et puis au bout de, je sais pas moi, une petite minute, brusquement, on redevenait très gentil, on s'asseyait, on continuait. Il était ravi. Mais voilà que l'été, quand le printemps était venu, on laissait la fenêtre ouverte et notre classe donnait sur la grande avenue qui conduit au parc de la Tête d'Or. Alors comme rythmiquement, enfin je sais pas moi, toutes les 10 minutes se produisaient des vociférations, il y avait des gens qui finissaient par s'attrouper, enfin qu'est-ce qui se passe là-dedans? Puis ça s'arrêtait net. Et un jour, le père Buch nous avait sorti une toute petite blague que vous allez voir. C'était un texte latin, tristior, comparatif, hein, tristior annibale, plus triste que Hannibal. Et il avait dit tout de suite, triste qu'Hannibal. Oh, la fantasia commence tout de suite, enfin on se roule pas derrière ça. À ce moment-là, la porte s'ouvre, c'était le proviseur, nouveau venu du reste, qui ne connaissait pas encore les usages, qui ouvre une porte violente et qui dit, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Nous, on s'était tous remis d'aplomb, hein, très gentil. Alors, M. Buch s'est avancé vers le proviseur et a dit cette phrase historique. Il lui a dit, mais rien du tout, monsieur le proviseur. Ces messieurs souriaient à propos d'un proverbe latin. Souriaient pour ce Capharnaüm, c'était incroyable. On l'aimait encore plus à partir de cette date. Mais pour redevenir sérieux, il faut que je vous parle du professeur de philo. Il s'appelait Pierre Lachiaiseray, il a fait une très grande carrière, il a fait une thèse très remarquable. Et on était tous éblouis par cet homme. C'était un homme du Tarn, comme Jaurès, qui disait aussi « Ave » au lieu d'« avec ». Faites un petit tour, Ave-moi, disait. Il se tirait toujours sa petite moustache noire, il se promenait de long en large pendant qu'il faisait son cours, jamais de papier sous les yeux, et il nous faisait l'histoire de la philosophie. Et bien, cet homme rendait accessibles les choses les plus difficiles. Avec lui, on comprenait ce qu'avait dit Hume, ce qu'avait dit Berkeley, ce qu'avait dit Kant. Il nous avait fait un cours sur Platon précédemment. Il arrivait jusqu'aux contemporains, enfin Blondel et Bergson. Fasciné, hein. Cognot lui-même, la forte tête, déjà communiste, Cognot, regardait avec de grands yeux Pierre Lachiaiseray. Et en effet, c'était inouï. Alors voilà où se placent 2 événements coup sur coup de ma vie intérieure. Du point de vue religieux, je commençais à céder. D'une part, il y avait l'influence secrète de mon père. Jamais il ne me parlait de rien, mais je sentais bien que je lui faisais la peine. Hein. Deuxièmement, il y avait des lectures. Et je dois vous dire, si ridicule ce soit, que des textes de Voltaire et certains textes de Diderot m'avaient beaucoup agité, en me disant, mais après tout, le christianisme n'est qu'un ensemble de légendes. Puis il y avait peut-être l'influence de Cognot. Et voilà qu'un jour, j'allais quand même à la messe, hein, quand même. C'est-à-dire que j'y allais le dimanche, puisque un dimanche sur 2, j'allais à Mâcon, donc j'allais à la messe de 11h avec maman, elle n'aimait pas ça, parce que c'est la messe mondaine. D'habitude, quand elle était seule, elle avait la messe de 7h, mais le dimanche, j'arrivais à 9h30, quoi, alors on a la messe ensemble. Et je ne voulais pas tricher, en ce sens que je ne voulais pas faire semblant de n'y aller que quand j'étais avec ma mère. Alors, à Lyon, j'y allais encore. Hein. Puis alors, le coup dur, le gros coup, quoi, c'est qu'un jour, j'étais dans cette petite chapelle, pas loin du lycée. Qu'est-ce que je vois? Ce formidable professeur, Lachiez, qui nous éblouissait tous, qui communiait devant moi. Ça a été une espèce d'ouragan, hein, de séisme intérieur. Je me suis dit, mais alors quoi? Je suis en train de penser que le christianisme est un amas de légendes et un grand type comme ça y croit. C'était pour moi une espèce de démonstration évidente que le christianisme n'était pas fait de stupidité. Alors l'idée m'est venue d'essayer de voir un peu en profondeur ce que ça signifiait. Ce n'était pas les braves curés de Mâcon qui avaient pu me dire quelque chose. Vous savez, le catéchisme de mon temps, hein, c'était le perroquet. Quand j'ai lu plus tard sous la plume de Tolstoï que la meilleure manière d'être athée, c'est d'apprendre le catéchisme par cœur, bien évidemment, c'est vrai. Hein. Alors tout à coup, je me suis dit, mais ça vaut la peine de regarder, hein, premier point. Puis deuxième point, il y avait des camarades en classe qui parlaient de quelqu'un dont je n'avais pas entendu parler jusqu'à présent. Il s'agissait de ce Marc Sagnier, l'ancien fondateur du Sillon. Marc Sagnier était alors député de Paris. Et c'était un inclassable, un irrégulier, si vous voulez, parce qu'il était catholique, il ne se cachait pas d'être catholique, et en même temps, il était nettement républicain d'extrême gauche. C'est comme ça qu'il se définissait, républicain d'extrême gauche. Alors les uns haussaient les épaules, d'autres disaient il est suspect, d'autres rappelaient qu'il avait été condamné. C'est vrai, il avait été condamné par le pape le 25 août 1910, mais il n'avait pas fait comme Lamennais. Lamennais, condamné, va rompre. Lui, Sagnier, assez habilement, avait dit au pape, vous me condamnez à cause du Sillon, ce Sillon qu'il avait créé, où il y avait des catholiques,
Bon, ben alors je cesse de parler de religion, mais je continue, puisque l'Église dit qu'on a le droit politiquement de choisir ce qu'on veut, je continue sur le plan politique. Il avait lancé un journal qui s'appelait, avant la guerre, La Démocratie, qui s'appelait, après la guerre, là où j'étais moi, La Jeune République, sans cacher, ni sans brandir son appartenance catholique, mais enfin, il était engagé dans le combat politique. Voilà qu'un jour, on voit dans la presse de Lyon, qu'on lisait le jeudi ou le dimanche, on voit qu'à Saint-Étienne, c'était pas loin de Lyon, ce fameux Marc Sagnier va faire un meeting à 10h du matin. Alors 3 ou 4 copains et moi, on décide d'y aller. J'avais 6 francs, je me rappelle, j'avais 6 francs d'argent de poche que mon père me donnait par mois. Et à ce moment-là, je viens de faire, c'était pas cher, Lyon et Saint-Étienne, c'est pas loin, on y va. C'est la première fois que je l'ai vu, ce type, qui va tellement compter dans ma vie. Il était là sur sa tribune, il n'avait pas de ventre, mais du poitrail, hein, il avait une grosse moustache à la Flaubert, et il parlait tellement bien, en ce sens que c'était pas du tout oratoire, hein, jamais de grandiloquence. Il parlait avec une très grande simplicité, mais on sentait qu'il était derrière chaque syllabe. Je dois dire qu'il avait été servi par un contradicteur, qui était un contradicteur du Parti communiste, du reste, et qui avait dit « Oh, tout ce que vous racontez, c'est bien beau, mais en réalité, la politique, c'est une question de ventre. » Vous comprenez, ça lui offrait un beau terrain pour s'expliquer, quoi. J'en étais sorti absolument bouleversé, parce que, voyez-vous, il y avait déjà ce fait que le christianisme avait cessé de me paraître sous les traits d'un enfantillage, et qui maintenant venait de s'incarner en une personnalité virile et un combattant d'extrême gauche, et j'ai été de ce côté-là. Alors, au fond de moi-même, des choses importantes se produisaient à cause de cela même. N'empêche que j'ai échoué, bien entendu, à ma première candidature en 1922 à cause du grec, c'était fatal. Mais j'avais été admissible, ce qui m'avait permis d'aller à Paris pour passer l'oral. Et à Paris, bien sûr, j'étais allé voir ce Marc Sagnier que je n'avais vu que sur une tribune. Je me rappelle encore, c'était 38 boulevard Raspail qu'il habitait, il avait 49 ans, moi j'en avais à ce moment-là 24, oui, c'est ça, 24. Et alors, non, j'ai 22. Et alors il était incroyablement gentil, viril, simple, drôle même, plein de gaieté. Absolument pas, comme il disait, mystique au poire. J'aime pas le genre mystique au poire, disait-il. Puis il n'avait pas été content que j'échoue. Il me dit, ah, j'aime pas que les copains... Il m'avait demandé de le tutoyer, bon. J'aime pas que les copains échouent. Alors il faut absolument que tu réussisses l'année prochaine, hein, parce que si tu es normalien l'année prochaine, eh ben, on travaillera ensemble. Alors ça avait décuplé mon désir, et j'ai bien travaillé, et j'y suis passé. À la fin, hein, on prenait 30 normaliens, j'étais 27e, pas brillant, mais enfin, je m'étais glissé. J'étais sur rail, ça y était. Alors me voilà à l'école normale. C'était une très vieille bâtisse, l'école normale, et j'ai été la revoir il y a quelques années, elle n'a pas tellement changé. Il y avait cette grande cour intérieure au milieu de laquelle il y avait un petit bassin où nageaient les ernestes. Dieu sait pourquoi, les poissons rouges, on les appelait les ernestes. Nous avions comme ça tout un vocabulaire. Il y avait de très vieux escaliers de bois. J'ai vu qu'ils se sont transformés maintenant en des escaliers de marbre. Enfin, il y avait des portraits tout autour de la cour, des normaliens célèbres. Et puis il y avait 3 étages. Hein. Premier étage, c'était ceux qu'on appelait les conscrits, ouais, ceux qui venaient d'entrer, qui étaient 6 par turne. La turne, c'est l'endroit de travail. Puis il y avait au 2e étage les carrés, hein, ils n'étaient plus que 3, je crois. Puis il y avait au dernier étage les cubes, ceux de la 3e année, ceux qui allaient se présenter à l'agrégation et qui avaient chacun leur petite cellule. Ce n'était plus guère qu'une pension, vous savez, du temps de Péguy, l'école normale avait ses professeurs particuliers, tandis que depuis une réforme de 1902, je crois, l'école normale était devenue très démocratique, c'est-à-dire qu'il y avait quelques cours à l'école normale, mais qui étaient ouverts au type de la Sorbonne, et la plupart des cours se donnaient à la Sorbonne. En somme, oui, c'était un endroit où étaient logés, nourris, blanchis et 10 francs par mois ceux qui étaient soi-disant l'élite de l'enseignement secondaire. Il y avait 30 normaliens lettres et 30 normaliens sciences. Une liberté absolue, hein, aucun contrôle, on faisait ce qu'on voulait. Il n'y avait qu'une entente qui était tacite, mais tout le monde la respectait, pas de filles à partir de 20h à l'école normale. Aucune femme ne devait entrer à l'école normale à partir de 20h, et s'il y en avait à 19h45, il fallait qu'elle sorte. Liberté en ce sens aussi qu'on pouvait faire venir qui on voulait. C'est comme ça que, bien entendu, j'ai fait venir Marc Sagnier à l'école pour qu'il puisse parler aux copains. Des amis socialistes ont fait venir Blum, c'était la première fois que je le voyais, c'était extrêmement intéressant, cet homme m'avait ébloui par son intelligence. D'autres ont fait venir Cachin, dont je ne savais pas que c'est un agrégé de philo. Pour moi, Cachin, c'était le chef de ces bolcheviks, si effroyables, et il avait fait un exposé extrêmement intéressant, où j'avais pris beaucoup d'estime et de respect pour lui. Une fois par an, il y avait ce qu'on appelait le pot, P-O-T, le pot. En réalité, le pot, c'est le restaurant. Mais une fois par an, le pot s'animait parce qu'on faisait une soirée offerte aux anciens normaliens, en particulier ceux qui avaient quelques gloires. Alors c'est comme ça que j'ai vu Herriot, qui avait été président du Conseil en 1924, oui c'est ça. Il y avait de Monzy, qui avait été puis qui va être ministre. Il y avait Gustave Seri, qui était le directeur de l'Œuvre, qui était un journal quotidien à ce moment-là, assez à gauche, très anti-religieux.
Alors ces messieurs, si je puis dire, ils s'encanaillaient avec nous, quoi. Ils chantaient les chansons les plus inconvenantes de l'école normale. Mais c'est des camarades dont il faut que je vous parle surtout. D'abord, il y en avait un, je vais le nommer, tant pis, je ne veux rien dire de si méchant. Il s'appelait Jean Guiton, maintenant de l'Académie française, vous savez. Jean Guiton, il était le président, enfin président d'honneur, je ne sais pas quoi, du groupe Tala. Les Talas, c'est ceux qui vont à la messe, hein, c'était les catholiques. Et Jean Guiton faisait très attention de pointer sur les nouvelles entrées, quoi, les 30 annuels, ceux qui étaient Tala et qui n'étaient pas Tala. Alors, il avait su que j'allais à la messe. Alors, il m'avait demandé de venir le voir. Il habitait dans sa turne aérienne, 3e étage, le cube, quoi. C'était un monsieur qu'on devait respecter, nous les conscrits. Alors, cette entrée, je ne l'ai jamais oublié, vous savez, l'entrée dans la turne de Guiton. Gentil, gentil comme tout, hein. Il est un peu jointe, la tête, une idée inclinée vers la gauche, et qui me dit, dès que j'entre avec un sourire plein de bienveillance, alors, Guillaume, alors on est un bon petit catholique. Vous n'imaginez pas, j'ai mauvais esprit, hein, mais j'avais évidemment envie tout de suite d'être hérétique ou d'être apostat. Le bon petit catholique m'avait renversé. Et puis tout de suite après, il enchaîne en me disant, mais il paraît que tu es incliné du côté de Sanya, très dangereux, Sanya. Bon, alors ça a été coupé, fini, hein, plus jamais de rapport avec lui. En revanche, il y avait un scientifique qui s'appelait Lego, qui était lui aussi Tala. Je l'ai connu peu, mais grande appréciation. Enfin, un type pour lequel j'avais un profond respect, beaucoup d'estime, et qui a publié, vous le savez peut-être, un certain nombre d'ouvrages très audacieux récemment sur l'évolution du christianisme. De ma promotion, il y avait Pierre-Henri Simon. Pierre-Henri Simon est resté un camarade très cher. Hein. C'était un garçon qui pensait le contraire de moi. Il était président du groupe des jeunesses patriotes, bon, c'est-à-dire conservateur et chauvin. Il avait tout le temps des bottes jaunes, appelé Simon bottes jaunes. Hein. Un garçon très redressé, qui avait le menton en l'air, mais qui ne signifiait pas du tout orgueil. Une droiture totale. On passait son temps à s'engueuler et on s'aimait bien. Et ça a été comme ça toute notre vie. Pierre-Henri Simon était le bon copain, hein, le chic type en soi. Un autre qui est devenu célèbre, c'est Raymond Aron, qui est de l'Institut, je crois maintenant, et qui est fondateur à la base quoi, du Figaro actuel, où il tient la rubrique économie politique. Voyez-vous, quand je voyais Raymond Aron, qui était externe, du reste, j'avais un sentiment de gêne, en ce sens qu'il était très bien habillé, et nous, pas tellement bien, les Normaliens. Il venait de temps en temps à l'école, et il me faisait penser, pardonnez-moi, il me faisait penser au Guillemin avoué de Mâcon. Vous savez, je sentais que c'était une autre classe, enfin, on n'était pas très intimes. Mais il y avait surtout Sartre et Nizan. Alors ça, c'était extraordinaire. Parce qu'on disait toujours Sartre et Nizan. Hein. Ils étaient inséparables. Ils étaient entrés tous les deux à la promotion 224. Et ils avaient ceci de particulier qu'ils étaient tous les deux atteints de strabisme. Mais un strabisme complémentaire. Parce qu'il y avait un œil de Sartre qui était à l'extérieur et puis l'œil de Nizan était à l'intérieur. Puis ils voyaient perpétuellement ensemble. Ils allaient au bistrot qui s'appelait le Normal Bar, qui était au bout de la rue. On prenait des jus pour 20 centimes. Et nous, les Normaliens quelconques, enfin... Quand on les regardait, ces deux gars, on disait, il y en a un grand type là-dedans, c'est Nizan. Personne n'imaginait que Sartre deviendrait Sartre. Enfin. Nizan était un type qui en jetait, enfin, qui impressionnait. Il était très beau, de profil, il était très beau. Sa première année, il était des chemises bleues, je ne sais pas si vous savez, c'était Georges Valois, c'était dissident d'Action française. Hein. Sa deuxième année, il était inscrit au Parti communiste. Mais il était assez éblouissant. Quand il faisait des discours, on écoutait, parce qu'il parlait très bien. Sartre à côté, mais Sartre faisait le bouffon. Pas sérieux du tout, il se lavait peu du reste. Il était spécialiste en propos grivois et même très particulièrement obscène, enfin, ça ne manquait pas de charme. Mais c'était le rigolo de l'affaire. On ne peut pas imaginer que Sartre était ce grand penseur qui va devenir. Et il faut que je vous raconte quand même, ça va durer une seconde, quelque chose qui est assez représentatif du personnage de Sartre, qui était l'anarchiste complet, hein, le contestataire intégral. On était obligé de faire de la PMS, préparation militaire supérieure. On n'aimait pas ça, Sartre encore moins que les autres. Et alors voilà qu'une fois, c'était la dernière, je crois, le dernier exercice qu'on faisait en bourgeron bleu. Il pleuvait, un temps épouvantable, et au lieu d'aller à la caserne voisine, on nous avait dit, vous allez aujourd'hui un exercice de guerre réelle, vous allez voir, sur les pentes du fort de Romainville. Alors on part sous la pluie, ce qui était déjà très désagréable, on arrive là-bas, sur ces pentes du fort, et il y avait un adjudant qui nous attendait, qui m'explique le coup, il dit, voilà, vous avez un fusil, alors tenez bien notre fusil chacun, je siffle. Alors vous partez, hein, le baïonnette en avant. Je siffle, vous retombez, vous plaquez parce que des mitrailleuses vont vous tirer dessus. À blanc, bien entendu, mais crac, crac, crac. Hein. Et puis je resiffle, alors vous partez. Bon, j'avais Sartre à côté de moi, il était à ma droite. Alors j'avais bien mon fusil, j'étais très convenable. Hein, et il siffle, le type, alors on part, Sartre aussi part. Il resiffle, on tombe par terre, dans l'herbe mouillée. Malheureusement, Sartre était une espèce de petite dénivellation dans un trou, quoi. Il y avait une flaque. Alors il allait le ventre dans l'eau, il n'aimait pas ça du tout. Je vous épargne le chapelet d'injures qu'il proférait. Alors l'adjudant resiffle. Je repars, tous les camarades repartent. Sartre ne part pas. Alors je revois encore cet adjudant qui s'amène, l'engueulant naturellement, enfin, qu'est-ce que vous foutez là, qu'est-ce que c'est? Là, il y a Sartre qui lui dit, monsieur l'adjudant, ce qui est une grande insolence, il devait dire moi l'adjudant,
Monsieur l'adjudant, dit-il comme ça, c'est un exercice de guerre réelle. Ben nom de Dieu, vous l'entendez, on vous tire dessus. À la guerre réelle, monsieur l'adjudant, il y a des morts. Je suis mort, dit Sartre. L'adjudant a écarté les bras désespérés en disant une forte tête, afin qu'il parte. Alors il est parti tout joyeux. C'était 1922, oui, j'avais échoué et je voulais essayer de préparer maintenant ma troisième année parce que je ne travaillais pas suffisamment. Il était évident que je m'occupais surtout de la Jeune République et de Marx. J'habitais même souvent chez lui, parce qu'il n'y avait pas de contrôle pour savoir si on rentrait ou on ne se rentrait pas à l'école normale supérieure. Hein. Il y a des tas de copains qui découchaient, mais moi je restais chez Sagné pour être son secrétaire particulier. Dans les premiers temps, il était encore député. Alors il m'a conduit plusieurs fois à la Chambre, et comme ça j'ai vu des choses intéressantes. Il me faisait entrer avec sa carte de député, et puis il me remettait entre les mains d'un huissier pour me conduire dans telle tribune. Alors lui, son siège était au sommet de l'extrême gauche. Si bien qu'il regardait pour savoir dans quelle tribune j'étais, et qu'il voyait faisait des signes. Alors il y avait des députés qui se retournaient pour voir à qui ce Marc Sagné faisait des signes. Et d'habitude, c'était pour me dire qu'il allait partir et que je devais redescendre dans le haut. Et c'est comme ça qu'une fois, j'ai assisté à une séance vraiment historique, quoi. C'était au lendemain de l'affaire de la Roure. Vous savez, quand les troupes françaises, parce que les Allemands payaient mal, avaient réoccupé la Roure, c'est-à-dire occupé, avaient avancé militairement sur la Roure. Alors c'était une grande discussion où il y avait les deux ténors, quoi. Il y avait Poincaré et il y avait Briand. Là, ça s'est bien inscrit dans ma tête. Hein. Je revois très bien l'un comme l'autre. Il y avait le petit père Poincaré qui n'est pourtant pas jeune, mais qui était tout rose. Enfin, il faisait un petit personnage rose, avec sa barbichette bien soignée, il se tenait très bien, très droit. Il avait devant lui des pages qu'il tournait sans les regarder, parce qu'il savait par cœur. Une voix sèche, une voix plutôt aigre, mais il se faisait écouter à cause de la lucidité avec laquelle il parlait. Puis tout de suite après était monté pour la controverse Briand, qui avait déjà une épaule plus haute que l'autre, qui était un peu déjeté, vous savez, qui était pelliculeux, qui montait lourdement la tribune. Puis à la tribune, il ne se tenait pas à peinard, comme était le petit père Poincaré, il marchait. Oh, la tribune n'est pas grande, mais enfin, il faisait un pas d'un côté, un pas de l'autre, et laissant traîner une main, puis l'autre. Et autant la voix de Poincaré était une voix qui vous atteignait peu, enfin spirituellement, si vous voulez, pas plus, autant la voix de Briand vous atteignait dans la poitrine. On a assez dit que c'était une voix de violoncelle ou de contrebasse, mais c'est assez extraordinaire. C'est un homme que j'ai étudié de près après. Vous savez, il est très complexe, le père Briand. Il n'est pas si facile que ça. Celui qui se déclarera l'apôtre de la paix avait des arrière-pensées. Mais je dois vous dire qu'il avait une saisie, enfin une force sur l'auditoire qui était extraordinaire. Puis j'ai assisté et j'ai pris part à la campagne électorale du Bloc national. Non, du Bloc des gauches. Le Bloc des gauches, c'était l'union des socialistes et des radicaux en 1924 pour essayer de renverser Poincaré qui était de nouveau au pouvoir. Alors j'ai fait la campagne électorale avec Marc Sagné. J'ai vu des choses intéressantes. Il y a eu des meetings bagarres, enfin, où on se défendait comme on pouvait. Et puis je me mettais assez souvent dans le public pour écouter les réactions. Et c'est là où j'ai vu de près deux personnages, tous les deux assez connus. L'un s'appelait Sénep, c'était le dessinateur de l'Action française, et l'autre s'appelait René Benjamin, qui était un orateur maurassien lui aussi. Je me trouvais derrière eux dans un préau d'école. C'est un préau d'école où Sagné essayait de s'expliquer. Il y avait beaucoup de types d'Action française qui vociféraient, et j'ai entendu de mes oreilles, puis j'étais derrière eux, René Benjamin et Sénep qui hurlaient « Tartuffe !» parce que Tartuffe, c'était la grande trouvaille qu'avait découvert M. Maurras contre Marc Sagné. De même, Marc Sagné était à ce moment-là partisan d'un rapprochement franco-allemand, il n'était pas encore question d'hitlérisme, et l'Action française écrivait toujours Marc avec un K, parce que c'était plus allemand. J'ai donc vu ça de près. Marc Sagné a été battu à ce moment-là, mais je continuais à travailler avec lui. Je travaillais beaucoup, il me donnait des missions, j'allais voir des gens en province, des petits groupes de la Jeune République, je faisais des discours dans les groupes de province. Et pourquoi est-ce que je faisais ça? Parce que j'étais entré à l'école normale avec de l'avance. En principe, au bout de la première année de l'école normale, on passe sa licence. Au bout de la deuxième année, on passe son diplôme d'études supérieures. Au bout de la troisième année, on passe l'agrégation. Et je m'étais arrangé pour avoir déjà ma licence et déjà mon diplôme d'études supérieures quand je suis entré. Un diplôme d'études supérieures que j'avais fait sur les procédés d'art de Tacite dans le premier livre des Annales. Ça m'intéressait. L'histoire des procédés d'art m'a toujours assez intéressé du point de vue esthétique. Hein. Alors je faisais mon travail, je l'avais soutenu à Lyon, si bien que j'avais l'impression que ce n'était pas la peine que je me fatigue, puisque j'avais 2 ans d'avant. Je vais le payer cher, naturellement. Hein. N'avoir rien fait, mais rien, à l'école normale au point de vue scolaire, rien. Pendant 2 ans, ça fait que la troisième année, lorsque j'ai vu arriver à l'agrégation, hein, j'étais dans de mauvaises conditions. Mais pour vous dire ce qui me tient le plus à cœur dans ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est ceci. En 1962, je crois, je préparais un livre sur Jaurès.
Et j'avais voulu aller voir quelqu'un qui avait connu Jaurès de très près, qui était un très vieil homme qui avait passé 90 ans, qui s'appelait Edgar Millot. Edgar Millot vivait à Genève, c'était professeur honoraire à l'Université de Genève. Je l'avais beaucoup interrogé, je revois encore, c'était un homme un peu sourd qui m'avait parlé genou contre genou. Quand je posais une question, il battait des paupières pour bien me répondre. Et comme il avait été un véritable très grand ami de Jaurès, ça me passionnait de regarder ses yeux dans lesquels s'était reflété le visage de Jaurès. Bon, il me répond à tout ce que je veux, puis après, c'était vers 6 heures, je me rappelle, je dis, ben, je vais prendre un taxi pour aller à la gare et puis à Neuchâtel. Il me dit, je vous accompagne. J'étais étonné qu'il veuille m'accompagner, et j'ai compris. Parce qu'il ne voulait pas dire devant sa femme qui avait assisté, il ne voulait pas dire ce qu'il voulait me dire à moi seul. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Bon, on monte dans le taxi, il s'assied à côté de moi, le père Millot, je dis 92, 93 ans, et il pivote comme ça pour bien me regarder en face. C'était un juif. Et il me dit, je crois que vous êtes chrétien, monsieur Guillemin. Je dis, oui, oui, comme je peux, quoi. Alors il me dit, écoutez, pour que je vous fasse comprendre ce que nous éprouvions, nous, à l'égard de Jaurès, je crois pouvoir vous dire, ne vous scandalisez pas, je crois pouvoir vous dire qu'on l'aimait comme les disciples aimaient le Christ. Puis il s'est mis, il a un peu à sangloter, enfin c'est les vieux, ça pleure tout le temps, puis il n'a plus rien dit. Eh bien voyez-vous, quand il m'a dit ça vers 61-62, je me suis rappelé comment je vivais auprès de Sarnier. Dans un éblouissement constant. Je voyais devant moi quelqu'un qui croyait à ce qu'il disait et qui vivait ce qu'il croyait. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui lui ressemblât à ce point. Quelqu'un qui donnait une pareille impression d'authenticité, enfin de vérité. Et en même temps, je vous l'ai dit, de virilité et de gentillesse. Si bien que positivement, vous voyez, ça compte dans une vie. Hein. Pendant 2 ans, j'ai vécu uniquement pour lui ou pour ce qu'il m'avait mis dans le cœur. Alors quand je pense que la plupart de mes copains, je ne leur en veux pas, la plupart de mes copains étaient préoccupés de 2 choses, hein, leur carrière et s'envoyer des filles. Et moi, j'ai eu cette chance extraordinaire de vivre ce que, à propos d'autres choses, Claudel appelle à la place d'une tentation, une tentation plus grande. Donc, c'est le début d'avril 1945 que j'ai commencé cette vie diplomatique qui, pour moi, devait durer 17 ans. Ben, je dois vous dire que ma première impression a été un peu une mauvaise surprise. Voyant ça de loin, la vie diplomatique, je m'étais dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures de bureau, qu'il y avait de la présence, qu'il fallait voir des gens, etc. Et je me suis aperçu qu'on était extrêmement tenu. Hein. Un rythme de bureau très clair, il fallait être à 9 h, on terminait à 1 h, on revenait à 3 h et on terminait vers 6 h, 6 h 30. Ça me changeait un peu de ma vie professorale. Quand j'avais été professeur d'enseignement supérieur, j'avais 3 heures de cours, un peu scandaleux, hein, 3 heures de cours par semaine, ce qui me laissait une liberté totale. Maintenant, j'étais très astreint. En quoi ça consistait, mon travail? La première chose, c'était les professeurs, en ce sens que la Suisse acceptait, dans certains postes, quand ils ne trouvaient pas un professeur idoine, en Suisse, ils acceptaient des Français, ce que ne faisait pas l'enseignement supérieur français, où il fallait être français pour enseigner à la Sorbonne ou ailleurs. Les Suisses étaient plus tolérants. Alors, une de mes fonctions était de guetter les disponibilités. Quand je voyais, par exemple, à l'école polytechnique fédérale de Zurich, qui avait un poste de spécialiste qu'on ne pouvait pas pourvoir, on s'adressait à moi pour trouver un Français. La seule chose intéressante que j'ai fait dans ce domaine, c'est à Fribourg. À Fribourg, la chaire de littérature française était traditionnellement, enfin toujours, occupée par un Français. Or voilà qu'en 1949, on me fait savoir que le Français qui était là va partir et qu'il faudrait que je trouve quelqu'un. Alors j'ai pensé tout de suite à Pierre-Henri Simon, dont je vous ai dit que c'était un vieux camarade, on était ensemble à l'école en 1923. Il avait été mobilisé, il avait été le malheureux 5 ans prisonnier, et auparavant il se trouvait en Belgique, il était à Gand, à l'Institut français de Gand. Une fois qu'il a été libéré, il était revenu à Gand. Moi, il en avait un peu assez, puisqu'il avait fait déjà avant la guerre, il m'avait dit, si tu trouves quelque chose, hein, je suis là. Alors je lui propose Fribourg, il a sauté dessus, et en effet, il a été nommé professeur de littérature française à Fribourg, où il est resté des années, je ne me rappelle plus combien de temps, jusqu'à ce qu'il passe, vous savez bien, au Monde. On lui a donné le feuilleton littéraire, et ce feuilleton littéraire, il le savait bien, c'était un tremplin pour l'Académie. Alors, à côté des professeurs, il y avait les conférences. Mon métier était d'organiser des conférences françaises. C'était pas moi qui les faisais, hein, je faisais venir des conférenciers français, qui m'étaient demandés en particulier par une association suisse des conférences de langue française. Et là, je vais vous raconter un petit détail qui est arrivé presque tout de suite. C'était donc dans le cours de l'année 45. Hein.
L'association bernoise des conférences de langue française m'avait dit on voudrait bien avoir Duhamel. Vous connaissez l'énorme réputation de Duhamel, académicien, un type brillant. Alors je me mets en contact téléphonique avec Duhamel, qui me fait d'ailleurs une curieuse réponse, qui me dit écoutez, c'est un peu tôt, quand on pourra voyager dans des conditions humaines. Alors je lui dis maître, qu'est-ce que vous appelez des conditions humaines? Eh bien il me faut un sleeping single. Or à ce moment-là, il n'y avait pas encore de sleeping single, la guerre n'était à peine terminée. Alors on laisse passer un certain nombre de mois, les singles se rétablissent, alors je retéléphone à M. Duhamel et je lui dis, voilà maintenant, vos vœux sont réalisés, est-ce que vous pouvez